Un millionnaire a donné 550 € à une fillette qui vit dans la rue pour acheter à manger et apaiser sa faim. Le lendemain matin, il l'a vue sur la tombe de son amour perdu, mort il y a 25 ans. Le vent d'automne soufflait doucement à travers les allées pavées du cimetière du Père-Lachaise, emportant avec lui une odeur mêlée de terre humide et de fleurs fanées. Guillaume Morel avançait à pas mesurés, tenant fermement une gerbe de lys blanc dans ses bras. Ces fleurs étaient de son offrande annuelle. Un geste presque mécanique, mais chargé d'un chagrin qu'il portait depuis 25 longues années. Sa silhouette imposante, enveloppée dans un manteau sombre, contrastait avec sa démarche lente et alourdie par un poids invisible. Chaque année, le même rituel, le jour anniversaire de l'accident qui lui avait arraché sa femme, Juliette et sa petite fille de 5 ans, Céline, Guillaume venait déposer des fleurs fraîches sur leur tombe. Il avait bâti sa vie autour de cette perte, ou plutôt malgré elle, car rien n'avait jamais comblé le vide qu'elles avaient laissé. Il s'arrêta devant une pierre tombale discrète, ornée d'une gravure simple. Juliette Morel, mère et épouse aimante. Céline Morel, ange parti trop tôt. Ces mots, gravés dans la pierre, avaient été choisis par Guillaume lui-même, dans un état de choc qui lui semblait encore si proche. Il posa les fleurs avec soin, ses doigts effleurant brièvement la froideur de la pierre. Il murmura presque imperceptiblement « Bonjour mes amours ». Guillaume s'accroupit lentement, ignorant le craquement de ses genoux, et resta immobile un instant. Ses pensées vagabondaient, le ramenant à cette fatidique soirée d'il y a un quart de siècle. Il se revoyait au volant, Juliette à ses côtés, Céline endormie à l'arrière, puis le choc, les hurlements, et enfin le silence. Le genre de silence qui ne disparaît jamais complètement. Le temps n'avait pas atténué sa douleur, il l'avait simplement rendue plus supportable. Mais en cette journée particulière, ce poids semblait plus lourd que d'habitude. Guillaume se releva et recula d'un pas, observant la tombe comme s'il attendait une réponse, un signe quelconque. Mais comme toujours, il n'y avait rien d'autre que le bruissement des feuilles mortes emportées par le vent. Après quelques minutes, Guillaume se redressa et ajusta sa cravate. Ses traits étaient marqués, non par l'âge, mais par des années de solitude et de nuits blanches. Son visage sévère dissimulait à peine la douleur qui l'habitait. En quittant le cimetière, il lança un dernier regard à la tombe, murmurant « Vous me manquez ?» De retour dans sa voiture, une berline noire au siège en cuir impeccablement entretenu, Guillaume plongea dans le silence. Ni la radio ni les appels incessants de son assistante ne pouvaient le distraire. À 60 ans, Guillaume était à la tête d'un empire qu'il avait bâti de ses propres mains, transformant une petite entreprise en un groupe multinational. Mais à quoi bon? Toutes ces réussites semblaient fades, comparées à ce qu'il avait perdu. Arrivé dans son bureau au sommet d'un gratte-ciel parisien, Guillaume se plongea immédiatement dans les chiffres et les contrats. C'était sa façon d'oublier, ou du moins d'essayer, travailler, bâtir, accumuler des richesses. Cela l'avait maintenu debout après le drame. Mais chaque soir, en franchissant le seuil de sa vaste maison à Neuilly-sur-Seine, il se retrouvait seul face à lui-même. Et là, dans le silence pesant des lieux, les souvenirs revenaient en force, comme des spectres refusant de le laisser en paix. Ce soir-là, pourtant, une agitation inhabituelle s'empara de lui. Une fatigue plus lourde que d'habitude pesait sur ses épaules. Après avoir signé son dernier document, il décida de quitter le bureau plus tôt. Une promenade dans le parc des Buttes-Chaumont lui parut être une bonne idée. L'air frais et le calme nocturne pourraient, pensait-il, alléger un peu son esprit tourmenté. La nuit était tombée lorsqu'il arriva au parc. Les lampadaires diffusaient une lumière tamisée, projetant des ombres mouvantes sur les chemins bordés d'arbres. Guillaume marcha sans but précis, laissant ses pensées dériver, mais alors qu'il atteignait un pont surplombant le lac, une silhouette attira son attention. Une petite fille, pieds nus, vêtue d'un pull trop grand pour elle, était assise sur un banc. Elle tenait un morceau de pain rassis qu'elle grignotait avec hésitation. Guillaume s'arrêta, troublé par cette scène. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. Et ses grands yeux bruns brillaient d'un mélange de peur et de désespoir. Il s'approcha lentement, veillant à ne pas l'effrayer. « Bonsoir, petite. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule à cette heure ?» demanda-t-il. Sa voix douce mais empreinte d'inquiétude, la fillette releva les yeux, visiblement méfiante. « Ma maman est malade », murmura-t-elle.
Elle ne peut pas travailler, alors je suis sortie chercher de quoi manger. » Guillaume sentit son cœur se serrer. Il fouilla dans sa poche et sortit son portefeuille. « Tiens, » dit-il en tendant plusieurs billets. « Prends ça, achète de la nourriture et des médicaments pour ta maman. » La fillette hésita, ses petites mains tremblant, avant de prendre l'argent. Des larmes glissèrent sur ses joues. « Merci, monsieur. Ça va sauver ma maman. » Guillaume posa une main légère sur son épaule. « Fais attention à toi, d'accord, et rentre vite chez toi. » Elle hocha la tête avant de disparaître dans la nuit. Seul sur le pont, Guillaume fixa l'obscurité. Ce bref échange avait éveillé quelque chose en lui. Alors qu'il quittait le parc, une pensée fugace lui traversa l'esprit. Pourquoi cette enfant lui semblait-elle si familière? Le lendemain matin, Guillaume se réveilla avec une étrange sensation, comme si quelque chose en lui s'était déplacé. Assis au bord de son lit, il se frotta le visage, tentant de rassembler ses pensées. La rencontre avec la petite fille dans le parc la veille ne cessait de lui revenir en mémoire, ses yeux brillants, son regard désespéré et ses mots chargés d'une maturité bien au-delà de son âge. En descendant dans sa vaste cuisine, il se servit un café noir et fixa la vue panoramique sur les toits de Paris. Habituellement, ce moment matinal de solitude lui apportait une certaine paix. Mais ce jour-là, la tranquillité de la maison semblait amplifiée. Presque étouffante, Guillaume ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'était devenu cet enfant. Avait-elle réussi à trouver de quoi nourrir sa mère malade? Était-elle en sécurité? Pris par l'agitation intérieure, il décida de sortir plus tôt que prévu. Les obligations professionnelles attendaient toujours. Mais pour une fois, Guillaume sentait qu'il devait écouter cette intuition qui le poussait à agir différemment. Avant de rejoindre son bureau, il fit un détour par le cimetière du Père-Lachaise, comme pour chercher une réponse auprès de Juliette et Céline. Lorsqu'il arriva dans l'allée familière menant à la tombe, Guillaume ralentit son pas. Il s'attendait à retrouver la sérénité solennelle qu'il avait laissée la veille. Mais à mesure qu'il avançait, une silhouette attira son attention. Une enfant, agenouillée devant la tombe, les mains jointes comme en prière. Guillaume s'arrêta net. C'était elle, la petite fille du parc. Son esprit se brouilla un instant, cherchant à comprendre l'impossible. Comment cette enfant pouvait-elle se trouver ici, devant la tombe de Juliette? Guillaume observa, immobile, son cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait admis. La fillette ne l'avait pas encore remarqué, absorbée dans ses pensées ou ses prières. Prenant une inspiration, il s'approcha doucement. « Toi » murmura-t-il, sa voix trahissant son étonnement. La fillette leva les yeux vers lui, et son expression passa de la surprise à une forme de reconnaissance hésitante. « Monsieur » dit-elle timidement, se relevant lentement. Guillaume désigna la tombe d'un geste. « Que fais-tu ici? Tu connais ces noms ?» La fillette hocha la tête, ses mains serrées sur les pans de son pull trop grand. « C'est le tombeau de ma grand-mère », répondit-elle d'une voix presque inaudible. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Guillaume comme un coup de tonnerre. Il recula d'un pas. « Abasourdi, ta grand-mère », répéta-t-il, sa voix s'élevant malgré lui. Elle hocha à nouveau la tête, les larmes aux yeux. « Oui, Juliette. Elle était la maman de ma maman. » Guillaume sentit ses jambes faiblir, et il posa une main sur la pierre tombale pour se stabiliser. Pendant un moment, il ne put parler. Son esprit incapable d'assimiler ce qu'il venait d'entendre, sa fille, Céline, était censée être morte avec Juliette. Comment cela pouvait-il être vrai? Voyant son trouble, la fillette tenta de combler le silence. « Ma maman s'appelle Céline. Elle m'a dit que sa maman, Juliette, était une femme très gentille. » Le monde de Guillaume vacilla. Le prénom de sa fille, prononcé par cet enfant, raviva une douleur qu'il avait enterrée profondément en lui. Mais en même temps, une étincelle d'espoir commença à briller, timide mais persistante. « Où est ta maman maintenant ?» demanda-t-il, sa voix presque brisée. La petite baissa les yeux. À la maison, elle est fatiguée. Elle est souvent triste. Guillaume se redressa, essayant de reprendre contenance. « Comment t'appelles-tu ?»« Margot » répondit-elle simplement. « Margot ?» Ce prénom résonnait en lui avec une étrange familiarité. Bien qu'il ne l'ait jamais entendu auparavant, Guillaume sentit une urgence grandissante. Il devait en savoir plus, comprendre ce que cette fillette représentait et pourquoi elle semblait si liée à son passé,
S'accroupissant pour être à sa hauteur, il posa une main sur son épaule. « Margot, je vais t'aider, mais d'abord dis-moi où tu habites. Je dois parler à ta maman. » La fillette hésita, scrutant son visage comme pour évaluer s'il était digne de confiance. Finalement, elle murmura une adresse dans un quartier modeste de la banlieue parisienne. Guillaume se releva, le cœur battant, partagé entre l'excitation et l'appréhension. Était-il possible que sa fille soit vivante? Que tout ce qu'il avait cru savoir depuis 25 ans soit faux? Après avoir raccompagné Margot jusqu'à la sortie du cimetière, il regarda la petite disparaître dans les rues adjacentes, ses pas rapides trahissant une urgence que Guillaume partageait. Sans perdre une seconde, il appela son chauffeur et ordonna de se rendre immédiatement à l'adresse donnée. Assis à l'arrière de la voiture, Guillaume fixait la route, le regard dur et déterminé. Chaque seconde semblait une éternité, alors que les immeubles cossus de Paris cédaient la place à des bâtiments plus modestes. Une pensée ne cessait de le hanter. Et si Céline était réellement vivante? La voiture s'arrêta devant un immeuble modeste. Situé dans un quartier de la périphérie parisienne, les façades, usées par le temps, semblaient raconter les histoires des familles qui y vivaient, des histoires de lutte, de résilience, mais aussi de rêves abandonnés. Guillaume sortit de la voiture, serrant inconsciemment les poings. Chaque pas qu'il faisait en direction de cet immeuble semblait alourdir son souffle. Comme si le poids du passé pesait un peu plus lourd sur ses épaules, l'adresse que Margot avait donnée menait à un appartement au 3e étage. Guillaume gravit lentement les escaliers, l'angoisse montant avec lui. Une fois devant la porte, il s'arrêta, son regard fixé sur la peinture écaillée et la poignée usée. Il leva une main tremblante pour frapper, mais hésita. Et s'il se trompait? Et si tout cela n'était qu'un malentendu cruel? Mais l'image de Margot, ses yeux grands ouverts et sa voix prononçant le nom de Céline, était trop forte pour être ignorée. Il frappa finalement. 3 coups secs. Le silence qui suivit lui sembla interminable. Puis, des bruits de pas résonnèrent à l'intérieur. La porte s'ouvrit légèrement, dévoilant un visage de femme fatiguée, marqué par les épreuves. Elle avait des cernes sous les yeux. Ses cheveux étaient attachés négligemment, et pourtant, Guillaume sentit son cœur s'arrêter. Ce visage, bien qu'altéré par le temps et la douleur, était celui de sa fille, Céline. Elle le regarda avec méfiance, ses sourcils légèrement froncés. « Oui ?» demanda-t-elle, sa voix rauque mais familière. Guillaume ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il était pétrifié, incapable de formuler les mots qu'il avait pourtant répétés dans sa tête tout le trajet. Après un instant qui sembla durer une éternité, il murmura « Céline, c'est toi ?» Elle cligna des yeux, surprise, avant de reculer légèrement. « Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom ?» Avant qu'il ne puisse répondre, une petite voix derrière elle interrompit leur échange. « Maman, c'est l'homme du cimetière. » Margot apparut à côté de Céline, tenant le bas de son pull. Céline se tourna vers sa fille, confuse. « L'homme du cimetière. » Guillaume tenta de reprendre contenance. « Margot m'a parlé de toi, je crois que nous avons besoin de discuter. » Elle le regarda longuement, pesant ses paroles. Finalement, elle ouvrit un peu plus la porte. « Entrez », dit-elle d'un ton prudent. Guillaume entra dans l'appartement, un espace modeste mais propre. Les meubles étaient simples, certains visiblement usés, mais l'endroit respirait une chaleur familiale malgré les conditions modestes. Margot s'assit sur un canapé un peu déchiré, observant attentivement l'échange entre sa mère et Guillaume. Céline croisa les bras, restant debout. « Alors, vous venez du cimetière, et maintenant vous êtes ici. Pourquoi ?» Guillaume inspira profondément. Il savait qu'il devait être honnête, même si cela semblait fou. « Hier, au cimetière, Margot était devant la tombe de Juliette, ma femme, et Céline. » Il hésita, la gorge nouée. Céline était ma fille. Le visage de Céline se ferma, et une expression de douleur passa brièvement dans ses yeux. « Qu'est-ce que vous racontez? Ma mère s'appelait Juliette, mais... » Elle secoua la tête. « Vous devez faire erreur. » Guillaume sentit son cœur se serrer. « Non, ce n'est pas une erreur. Il y a 25 ans, ma femme et ma fille ont eu un accident de voiture. On m'a dit que vous étiez mortes toutes les deux. Mais maintenant, je suis ici, devant toi, Céline. Tu es ma fille. » Un silence pesant s'installa. Margot regardait tour à tour sa mère et Guillaume, cherchant à comprendre. Céline, elle,
semblait lutter contre un flot de souvenirs et d'émotions contradictoires. « C'est impossible », murmura-t-elle finalement, ses yeux s'embuant. « Ma mère m'a toujours dit qu'elle avait été abandonnée. Nous avons vécu dans un orphelinat. Pourquoi vous auriez cru que j'étais morte ?» Guillaume posa doucement une main sur le dossier d'une chaise, cherchant un point d'ancrage. « Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu une erreur, ou quelque chose de pire, mais ce qui compte, c'est que je suis ici et que tu es vivante. » Céline recula légèrement, se tenant contre le mur. « Vous arrivez ici, après toutes ces années, et vous attendez quoi? Que je vous croie sur parole, que je vous accueille à bras ouverts ?» Guillaume baissa les yeux. « Non, je ne m'attends à rien. Mais si tu me laisses une chance, je veux comprendre ce qui s'est passé, et je veux rattraper tout ce temps perdu. » Margot se leva du canapé et s'approcha de Guillaume, posant une petite main sur son bras. « Maman, il a été gentil avec moi. Il nous a aidés. » Céline la regarda, puis détourna les yeux. Elle semblait lutter contre une vague d'émotions qu'elle tentait désespérément de contenir. Après un moment, elle soupira. « Très bien, mais une seule chance. » Guillaume sentit un léger soulagement. Bien qu'il sache que le chemin serait long, il savait que reconstruire une relation avec Céline ne serait pas facile, mais pour la première fois en 25 ans, il sentait une lueur d'espoir. Après ce premier échange difficile, Guillaume quitta l'appartement de Céline avec un mélange d'émotions. Son cœur était lourd de culpabilité, mais il sentait également une étincelle d'espoir qu'il n'avait pas connue depuis des années. Le visage de sa fille, les mots de Margot, et surtout la possibilité qu'il puisse encore réparer une partie de ce qui avait été brisé, le hantait, de retour dans sa voiture. Il fixa longuement les rues défiler sous ses yeux. La vérité, il en était sûr, était bien plus complexe que ce qu'il avait entendu. Comment Céline avait-elle survécu à cet accident? Pourquoi avait-elle été séparée de lui? Et surtout, qui avait décidé de son sort? Guillaume savait qu'il ne pouvait pas avancer sans réponse. Une fois rentré dans son bureau au sommet de son gratte-ciel parisien, il se plongea immédiatement dans l'action. Il appela un de ses associés de confiance, un homme du nom de Victor Gauthier, qui connaissait bien les arcanes des enquêtes privées. Victor répondit rapidement, sa voix calme mais attentive. « Guillaume, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Que puis-je faire pour toi ?» Guillaume hésita un instant. Parler de ce sujet sensible n'était pas facile, même avec un ami. « J'ai besoin de réponses, Victor. C'est personnel, et c'est compliqué. » Victor, habitué aux demandes inhabituelles de Guillaume, ne posa pas de questions inutiles. « Très bien, explique-moi ce que tu cherches, et je trouverai quelqu'un de discret pour s'en charger. » Guillaume inspira profondément avant de tout raconter. Il parla de l'accident, des années de douleur, et enfin, de Céline et Margot. Sa voix se brisa légèrement en évoquant les souvenirs du passé, mais il continua, déterminé. À la fin de son récit, un silence s'installa à l'autre bout de la ligne. « Guillaume, » dit finalement Victor, « c'est une histoire incroyable. Si ce que tu dis est vrai, quelqu'un a délibérément caché Céline. Je vais contacter l'un des meilleurs détectives que je connaisse. Tu auras des nouvelles sous peu. » Guillaume remercia son ami et raccrocha. Il passa le reste de la journée à organiser son emploi du temps, mais ses pensées revenaient constamment à Céline et Margot. Leur vie semblait si éloignée de tout ce qu'il avait imaginé pour elles. Il se surprit à se demander si Juliette aurait su gérer cette situation mieux que lui. Elle avait toujours eu cette capacité à apporter de la clarté, même dans les moments les plus sombres. Le lendemain matin, Victor le rappela. « Guillaume, j'ai parlé à un détective du nom d'Antoine Renaud. Il est discret, professionnel, et il a une réputation impeccable. Je lui ai brièvement exposé la situation, mais je te laisse lui donner tous les détails. Tu peux le rencontrer cet après-midi. » À l'heure convenue, Guillaume retrouva Antoine dans un café discret du Marais. C'était un homme d'une quarantaine d'années, à l'air vif et déterminé, habillé simplement mais avec élégance, après des salutations brèves. Ils passèrent rapidement aux choses sérieuses. « Monsieur Morel, » commença Antoine, « si j'ai bien compris, vous cherchez à comprendre ce qui s'est passé après l'accident qui a coûté la vie à votre femme et, supposément, à votre fille. Vous voulez savoir comment votre fille a survécu, où elle a été pendant ces 25 ans, et pourquoi elle ne vous a jamais été rendue. Est-ce exact ?» Guillaume hocha la tête, son expression grave. « Oui, je veux la vérité, toute la vérité, peu importe ce qu'elle implique. » Antoine acquiesça. « Très bien, mais je dois être honnête avec vous. Ce genre d'enquête peut prendre du temps.
surtout si des éléments ont été délibérément cachés. Guillaume sortit un carnet de chèques et signa un montant généreux. « Faites ce qu'il faut, peu importe le coût, je veux des réponses. » Antoine rangea le chèque avec professionnalisme et sortit un carnet pour noter des détails. « Avez-vous des documents concernant l'accident ? Rapport de police, certificat de décès ou tout autre élément qui pourrait m'aider ?» Guillaume hocha la tête. « J'ai tout. Je peux vous les envoyer aujourd'hui. » Après avoir finalisé leur plan, Guillaume rentra chez lui, l'esprit agité mais résolu. Il envoya immédiatement les documents à Antoine et passa le reste de la soirée à revoir les souvenirs du passé. Il se souvenait de Céline comme d'une petite fille vive, toujours curieuse et rieuse. Comment avait-elle pu finir dans un orphelinat, seule et abandonnée ? Plus il réfléchissait, plus il se jurait de réparer ce qui avait été brisé. Quelques jours passèrent, et Guillaume reçut un premier appel d'Antoine. « Monsieur Morel, j'ai commencé à examiner les rapports d'accident. Il y a des anomalies. » Guillaume sentit son cœur s'accélérer. « Quelles anomalies ?» Antoine fit une pause. « Pour l'instant, rien de concluant. Mais certains éléments dans le rapport de police ne correspondent pas. Je vais creuser davantage. Je vous tiendrai informé. » Ce premier indice, bien qu'insuffisant, raviva la détermination de Guillaume. Il savait que ce ne serait pas facile. Mais pour Céline et Margot, il était prêt à affronter n'importe quelle vérité, aussi douloureuse soit-elle. Quelques jours plus tard, Guillaume reçut un appel d'Antoine Renaud alors qu'il examinait des contrats dans son bureau. La voix d'Antoine était posée, mais Guillaume détecta une pointe d'excitation contenue. « Monsieur Morel, j'ai des éléments préliminaires à vous transmettre. Est-ce que nous pourrions nous voir aujourd'hui ?» Guillaume n'hésita pas. « Oui, bien sûr. Rejoignez-moi à mon bureau. Je veux savoir ce que vous avez trouvé. » 1 heure plus tard, Antoine entra dans le vaste bureau de Guillaume. Une mallette à la main et un regard déterminé, il sortit un dossier volumineux qu'il posa sur le bureau en bois massif. Guillaume, qui d'habitude restait impassible face à toute situation, sentit une boule se former dans son estomac. « Voici ce que j'ai pu découvrir en examinant les rapports d'accident et en croisant les informations avec d'autres documents. » Commença Antoine en ouvrant le dossier. Il désigna une page contenant des photographies du site de l'accident. D'après les archives officielles, l'accident s'est produit sur une petite route départementale. La voiture a dérapé, percuté une barrière et plongé dans un ravin. Votre femme a été déclarée morte sur le coup et un seul corps d'enfant a été retrouvé dans la voiture. Cependant, et c'est là que ça devient étrange, les premiers témoins sur place mentionnent avoir vu 2 enfants dans le véhicule. Guillaume fronça les sourcils. 2 enfants, mais Céline était fille unique. Antoine acquiesça. Oui, et c'est ce qui rend ces témoignages curieux. Peut-être y avait-il un malentendu, mais le plus troublant, c'est que l'un des témoins a déclaré avoir vu un homme porter un enfant hors du site avant l'arrivée des secours. Cet homme n'a jamais été identifié. Guillaume se redressa, sa poitrine serrée par une montée soudaine de colère et d'angoisse. Vous voulez dire que quelqu'un a enlevé Céline ce jour-là ? Antoine garda son calme, mais son regard était grave. C'est une possibilité. Il est également possible qu'il y ait eu une confusion. Mais les documents officiels ne mentionnent rien à ce sujet. Ce silence est suspect. Guillaume fixa les photos, ses doigts tremblant légèrement. Chaque nouvelle information ouvrait une blessure qu'il croyait refermée depuis longtemps. Mais au fond de lui, une nouvelle énergie naissait, alimentée par le besoin de comprendre et de protéger ce qu'il avait retrouvé. « Avez-vous trouvé d'autres informations ?» demanda-t-il, sa voix plus ferme qu'il ne se sentait. Antoine ouvrit une autre section du dossier. « J'ai également examiné les archives de l'orphelinat où Céline a été élevée. Curieusement, il n'y a aucun enregistrement de sa présence avant l'âge de 6 ans. Cela signifie qu'il y a un vide de près d'1 an entre l'accident et son arrivée là-bas. » Guillaume sentit sa gorge se nouer. Et personne n'a jamais cherché à comprendre ce qui s'était passé pendant cette période. Antoine haussa légèrement les épaules. Les dossiers des orphelinats, à cette époque, n'étaient pas toujours rigoureux, mais ce laps de temps reste suspect. Il y a également une note dans son dossier indiquant qu'elle avait été retrouvée dans un hôpital de campagne à des kilomètres du site de l'accident, avec peu de souvenirs de ce qui s'était passé. Le silence s'installa dans le bureau. Guillaume, d'habitude si prompt à prendre des décisions, se retrouva figé par le poids des révélations. Pendant des années, il avait cru sa fille morte. Et maintenant, chaque nouvel élément pointait vers un acte délibéré qui avait changé le cours de leur vie. « Que devons-nous faire maintenant ?» demanda-t-il enfin.
Antoine ferma le dossier et le regarda droit dans les yeux. « Si vous me le permettez, je vais continuer à creuser. Il y a plusieurs pistes à explorer. Les témoins de l'accident, les anciens employés de l'orphelinat et surtout l'hôpital où elle a été trouvée. Mais cela va prendre du temps. » Guillaume hocha la tête. Déterminé. « Faites tout ce qu'il faut. Je veux la vérité. Toute la vérité. » Après le départ d'Antoine, Guillaume resta seul dans son bureau, ses pensées tournant en boucle. Il se leva finalement et se dirigea vers la grande baie vitrée qui offrait une vue panoramique sur Paris. La ville, avec son énergie incessante, semblait lointaine, presque irréelle. Pour la première fois depuis des années, Guillaume se permit de repenser à Céline enfant. Il se souvenait de ses rires, de ses questions incessantes, et de sa manière de courir vers lui en criant « Papa », comme si rien d'autre n'avait d'importance. Il avait échoué à la protéger. Mais maintenant, il avait une chance de réparer ce qui pouvait l'être. Ce soir-là, de retour dans sa maison silencieuse, Guillaume relut les documents qu'Antoine lui avait laissés. Chaque page semblait lui murmurer un fragment de vérité, mais aussi poser de nouvelles questions. Il savait que le chemin serait long et semé d'embûches. Mais il était prêt à tout pour découvrir ce qui était arrivé à Céline. Le lendemain, Guillaume prit la décision de retourner voir Céline et Margot. Les révélations d'Antoine tournaient en boucle dans sa tête. Si quelqu'un avait volontairement éloigné Céline de lui, il était crucial qu'il se rapproche d'elle pour comprendre ce qu'elle avait vécu. Mais une autre vérité, plus douce amère, le motivait. Il voulait apprendre à connaître cette fille qu'il avait cru perdue, à reconstruire une relation malgré le poids du passé. Quand il arriva devant l'immeuble modeste où vivait Céline, il prit une profonde inspiration. La veille, il avait hésité. Il avait... Frappant à cette porte avec l'incertitude d'un homme confronté à l'impossible, aujourd'hui, il savait qu'il n'avait pas le droit d'abandonner. Céline ouvrit la porte après quelques secondes. Ses traits semblaient un peu plus détendus que lors de leur premier échange, mais une certaine méfiance persistait dans son regard. Margot, quant à elle, surgit derrière elle, son visage s'illuminant à la vue de Guillaume. « Grand-père !» s'écria-t-elle avant de courir vers lui. Le cœur de Guillaume se serra à cette appellation. Il s'accroupit pour accueillir Margot dans ses bras, ému par l'innocence et la chaleur que cet enfant lui offrait sans retenue. Céline, derrière eux, observait la scène, les bras croisés. « Vous revenez vite », remarqua-t-elle avec une pointe d'ironie. « Que voulez-vous cette fois ?» Guillaume se releva lentement, gardant son regard fixé sur sa fille. « Céline, je veux qu'on parle. Je sais que j'ai beaucoup à rattraper et que vous avez des raisons de douter de moi. Mais je ne veux pas laisser ce fossé entre nous. » Céline soupira, mais son expression s'adoucit légèrement. Elle fit un geste vers l'intérieur. « Très bien, entrez. » L'appartement était toujours aussi modeste, mais Guillaume remarqua cette fois des détails qui lui avaient échappé la première fois, des photos de Margot, soigneusement encadrées, et des dessins d'enfants accrochés au mur. Céline avait visiblement fait de son mieux pour offrir un foyer chaleureux à sa fille. Malgré les circonstances, ils s'assirent à la petite table de la cuisine, un peu trop étroite pour 3 personnes. Margot, excitée, s'installa sur les genoux de Guillaume, posant sa petite main sur la sienne comme si elle l'avait connu depuis toujours. « Alors, parlez, » dit Céline, les yeux fixés sur son père. « Je vous écoute. » Guillaume inspira profondément. « Céline, je sais que tout cela est brusque pour toi, moi aussi. Je suis encore en train d'assimiler cette vérité. Mais hier, j'ai découvert des choses qui me font croire que quelqu'un t'a délibérément éloigné de moi. » Céline fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Guillaume lui raconta tout ce qu'Antoine avait découvert. Les témoignages des témoins de l'accident, l'homme qui aurait porté un enfant hors du site, et le vide dans les archives de l'orphelinat. Chaque mot semblait alourdir l'atmosphère. Et Céline, d'abord incrédule, se mit à écouter avec une attention croissante. « Vous pensez qu'on m'a enlevée ?» demanda-t-elle enfin, sa voix tremblante. Guillaume hocha lentement la tête. « Je ne peux pas l'affirmer encore, mais tout porte à croire que ce n'était pas un simple accident. Quelqu'un a pris une décision ce jour-là, une décision qui nous a séparés. » Céline détourna le regard, visiblement bouleversée. Margot, qui écoutait en silence, tourna son visage vers sa mère. « Maman, ça veut dire que quelqu'un n'a pas été gentil avec toi et grand-père. » Cette question innocente fit trembler Céline, qui passa une main dans les cheveux de sa fille. « Je ne sais pas, Margot.
Mais peut-être qu'on va enfin avoir des réponses. Guillaume se pencha légèrement en avant. Son ton grave mais plein de détermination. « Céline, je veux t'aider. Je ne sais pas si je peux réparer tout ce qui s'est passé, mais je peux au moins t'offrir un peu de soutien maintenant. Toi et Margot, vous méritez mieux que cette vie de lutte constante. » Céline leva les yeux vers lui, les larmes menaçant de couler. « Vous pensez vraiment qu'on peut rattraper tout ce temps perdu, que je peux simplement oublier que j'ai grandi sans père, dans un orphelinat, et que ma vie n'a été qu'une série d'épreuves ?» Guillaume serra les poings sous la table. « Je ne te demande pas d'oublier. Je te demande une chance de te montrer que je suis là maintenant, et que je ne partirai pas. » Un silence s'installa, lourd, mais chargé d'émotion. Céline finit par hocher lentement la tête. « Très bien, mais ne me promettez rien que vous ne puissiez tenir. » Guillaume sentit une vague de soulagement, bien qu'il sache que le chemin serait encore long. Margot, quant à elle, sourit largement. « Alors, tu restes avec nous, grand-père ?» Il posa une main sur sa petite tête et répondit doucement. « Je ferai tout pour rester avec vous. » Ce moment de fragile réconciliation marqua une étape importante dans leur relation. Guillaume quitta l'appartement avec un mélange de tristesse et d'espoir, convaincu que, malgré les blessures du passé, il pouvait encore construire quelque chose de beau avec Céline et Margot après le départ de Guillaume. Céline resta assise un long moment à la petite table de la cuisine, silencieuse. Margot, occupée à dessiner sur une feuille de papier, levait parfois les yeux vers sa mère. Curieuse mais respectueuse de son besoin de réflexion, les mots de Guillaume résonnaient encore dans l'esprit de Céline. Quelqu'un l'avait peut-être éloignée de son père, volontairement, et cette pensée la troublait profondément. Elle se souvenait de son enfance, bien que floue par endroits, comme si certaines parties avaient été effacées par le temps ou par une volonté inconsciente de ne pas se souvenir. Ce soir-là, alors qu'elle bordait Margot dans son petit lit, la fillette posa une question qui la prit au dépourvu. « Maman, tu crois que grand-père va vraiment rester avec nous ?» Céline caressa doucement les cheveux de sa fille. « Je ne sais pas, ma chérie, mais il semble vouloir essayer. » Margot, avec sa candeur d'enfant, sourit. « J'aime bien grand-père. Il est gentil. » Céline lui rendit un sourire hésitant avant d'éteindre la lumière. « Dors maintenant. Demain est un autre jour. » Une fois Margot endormie, Céline s'installa dans le salon, une tasse de thé entre les mains, et laissa les souvenirs remonter à la surface. Céline avait grandi dans un orphelinat situé à une centaine de kilomètres de Paris. Elle se souvenait encore du grand bâtiment gris aux murs austères, entouré de champs vides qui semblaient s'étendre à l'infini. Elle avait été admise là-bas à l'âge de 6 ans, mais personne ne lui avait jamais expliqué pourquoi elle s'y trouvait. Elle se rappelait avoir demandé à plusieurs reprises où étaient ses parents. Les réponses variaient selon les adultes qui s'occupaient d'elle. Certains lui disaient qu'ils étaient morts dans un accident, d'autres préféraient esquiver la question, lui conseillant de ne pas y penser. Malgré tout, Céline s'était efforcée de survivre dans cet environnement, apprenant très tôt à ne compter que sur elle-même. Les jours se succédaient, monotones, entre les tâches imposées par l'orphelinat et les rares moments de jeu. Mais même dans ces circonstances difficiles, elle avait trouvé des amis, des filles comme elle. Perdue dans un monde qui ne leur laissait que peu d'espoir, à 18 ans, Céline quitta l'orphelinat sans rien d'autre qu'une petite valise contenant ses maigres possessions. Elle s'installa à Paris, déterminée à se construire une vie meilleure, mais la ville lumière n'avait rien de lumineux pour une jeune femme sans ressources. Pendant des années, elle enchaîna les petits boulots, serveuse, femme de ménage, employée dans une usine. Les heures étaient longues, le salaire souvent insuffisant, mais Céline s'accrochait. Elle se souvenait encore de son premier appartement, une pièce minuscule sous les toits d'un immeuble délabré, où elle devait partager une salle de bain avec plusieurs autres locataires. C'est à cette époque qu'elle rencontra Marc, un homme charmant au début, qui semblait s'intéresser sincèrement à elle. Céline, fatiguée de sa solitude, tomba sous son charme. Ils se marièrent rapidement, et Céline crut, pour un temps, qu'elle avait enfin trouvé la stabilité qu'elle cherchait, mais le rêve tourna vite au cauchemar. Marc se montra violent, possessif et destructeur. Il la rabaissait constamment, l'isolant de ses rares amis. Lorsque Céline tomba enceinte, elle espérait que la naissance de leur enfant adoucirait Marc, mais au contraire, il devint encore plus agressif.
Après la naissance de Margot, Céline prit une décision difficile mais nécessaire. Elle quitta Marc, emportant avec elle sa fille et les quelques économies qu'elle avait pu mettre de côté. Elle trouva refuge dans un centre d'accueil pour femmes en difficulté, où elle commença lentement à reconstruire sa vie. De retour dans le présent, Céline posa sa tasse sur la table basse et se passa une main sur le visage. Elle avait survécu à tant de choses, mais l'arrivée soudaine de Guillaume dans sa vie ouvrait des blessures qu'elle croyait guéries. Le lendemain, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Margot, toujours vive et curieuse, lança une question inattendue. « Maman, est-ce que tu avais un grand-père quand tu étais petite ?» Céline sourit tristement. « Non, ma chérie. Je n'ai jamais connu mes parents, ni mes grands-parents. » Margot sembla réfléchir un instant. « Alors maintenant, tu as un papa et moi un grand-père. C'est bien, non ?» Céline posa une assiette devant sa fille et s'accroupit à sa hauteur. « Oui, c'est bien. Mais tu sais, ça va prendre du temps pour apprendre à se connaître. » Margot hocha la tête avec sérieux, comme si elle comprenait. Quelques heures plus tard, Céline reçut un appel inattendu de Guillaume. « Céline, je ne veux pas te bousculer, mais j'aimerais passer du temps avec Margot. Si tu es d'accord, je pourrais venir la chercher demain pour une sortie. » Céline hésita. Elle n'était pas encore certaine de pouvoir faire confiance à cet homme qui prétendait être son père. Mais en voyant le regard pétillant de Margot, elle finit par céder. « Très bien, mais pas trop longtemps. Et elle doit être de retour avant le dîner. »« Merci Céline. Je te promets que je prendrai soin d'elle, » répondit Guillaume avec une sincérité qui la troubla. Céline raccrocha, le cœur serré mais curieux. Une partie d'elle voulait croire que cet homme, ce père qu'elle avait cru inexistant, pourrait réellement devenir une présence positive dans leur vie. Le lendemain matin, Guillaume arriva ponctuellement devant l'immeuble de Céline. Il était vêtu de manière décontractée, dans un pull en laine gris et un manteau sombre. Il avait tenu à conduire lui-même, un geste inhabituel pour lui, mais qui symbolisait son désir sincère de se rapprocher de sa fille et de sa petite-fille. Lorsque Margot sortit de l'immeuble en sautillant joyeusement, Guillaume sentit son cœur se gonfler d'une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis des années. La petite fille portait un manteau rouge vif et une écharpe tricotée à la main. Son enthousiasme était contagieux. « Grand-père, tu es là !» s'écria-t-elle en courant vers lui. Guillaume s'accroupit pour l'accueillir, ouvrant ses bras. « Bien sûr que je suis là, Margot. Prête pour une grande aventure. »« Oui, » répondit-elle avec un grand sourire. Céline, restée dans l'encadrement de la porte, observait la scène à distance. Elle croisa les bras, son visage toujours empreint de méfiance, mais aussi d'une pointe de soulagement en voyant Margot heureuse. Guillaume se leva et s'approcha d'elle. « Je te promets qu'elle sera en sécurité, » dit-il doucement. Céline hocha la tête, mais son regard restait dur. « Assure-toi qu'elle s'amuse, c'est tout ce qui compte. » Guillaume acquiesça, avant de prendre la main de Margot. « On sera de retour avant le dîner. » Guillaume avait prévu une journée spéciale pour Margot. Il l'emmena d'abord dans une librairie pour enfants, où elle pouvait choisir le livre de son choix. La petite fille, émerveillée par les étagères remplies de contes colorés, passa de longues minutes à parcourir les rayons. Guillaume la suivait, fasciné par son enthousiasme. « Regarde, grand-père, celui-là a des licornes !» s'exclama-t-elle, lui montrant un livre avec une couverture rose vif. « Alors ? On le prend !» répondit Guillaume avec un sourire. Ils passèrent ensuite au parc Monceau, un lieu que Guillaume avait visité avec Juliette et Céline lorsqu'elle était petite. Margot courait sur l'herbe, riant aux éclats en poursuivant les pigeons. Guillaume, assis sur un banc, se surprit à sourire en la regardant jouer. Elle avait l'insouciance et la joie de vivre que Céline avait perdue si tôt dans sa vie. « Grand-père, viens jouer avec moi », l'appela-t-elle en agitant la main. Guillaume hésita un instant, mais se leva finalement et la rejoignit. Ils passèrent un moment à jouer à cache-cache entre les arbres, riant comme deux enfants. C'était la première fois depuis des années que Guillaume se sentait réellement heureux. Pendant ce temps, Céline, seule dans l'appartement, ressentait un mélange d'émotions. Elle savait que Margot était en sécurité avec Guillaume, mais une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Elle se surprit à tourner en rond, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Finalement, elle s'assit sur le canapé et regarda les photos accrochées au mur. L'une d'elles montrait Margot à son premier anniversaire, entourée de ballons et d'un gâteau fait maison. Céline se souvenait de cette époque difficile mais précieuse. Elle avait tout fait pour offrir à sa fille une enfance heureuse. Malgré les épreuves,
Elle se demanda si Guillaume pouvait vraiment faire partie de leur vie. Pouvait-elle lui faire confiance? Ou finirait-il par les décevoir, comme tant d'autres avant lui? En fin d'après-midi, Guillaume et Margot rentrèrent à l'appartement. Margot, épuisée mais rayonnante, se précipita vers sa mère dès qu'elle entra. « Maman, c'était trop bien. On a acheté un livre avec des licornes, et grand-père a joué à cache-cache avec moi. » Céline sourit en voyant l'enthousiasme de sa fille. « C'est vrai. Alors, tu t'es bien amusée? »« Oui. Grand-père est super, » répondit Margot avant de courir dans sa chambre pour montrer son nouveau livre. Guillaume, resté dans l'entrée, observa Céline avec une certaine nervosité. « Merci de m'avoir permis de passer du temps avec elle. Elle est incroyable. » Céline le regarda un instant avant de répondre. « Margot est tout pour moi. Si je te laisse être dans sa vie, c'est parce qu'elle t'aime déjà. Mais si tu la déçois, Guillaume, je ne te le pardonnerai pas. » Guillaume hocha lentement la tête. « Je comprends, Céline, et je te promets que je ne la décevrai pas. » Cette journée marqua un tournant dans leur relation. Margot, avec sa joie et son innocence, jouait le rôle de pont entre Guillaume et Céline. Mais Céline restait prudente, consciente que reconstruire une relation avec son père ne serait pas facile. Le soir, après avoir bordé Margot, Guillaume s'assit dans le salon avec Céline. Ils partagèrent une tasse de thé en silence avant que Guillaume ne rompe la glace. « Céline, je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner, mais je veux que tu saches que je ferai tout pour rattraper le temps perdu. » Céline baissa les yeux, jouant avec sa tasse. « Ce ne sera pas facile, Guillaume, mais peut-être que Margot a raison. Peut-être qu'on peut essayer. » Ces mots, bien que timides, étaient pour Guillaume une lueur d'espoir. Il savait que le chemin serait long, mais il était prêt à tout pour se rapprocher de sa fille et de sa petite-fille. Les jours qui suivirent furent marqués par une routine nouvelle pour Céline et Margot. Guillaume passait de plus en plus de temps avec elles. Cherchant à s'intégrer délicatement dans leur vie sans être envahissant, il proposait des sorties au musée, des après-midi au parc ou simplement des moments passés ensemble autour d'un repas. Margot, ravie, s'épanouissait sous l'attention de son grand-père, tandis que Céline observait ces interactions avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Un samedi matin, Guillaume invita Céline et Margot à visiter sa maison à Neuilly-sur-Seine. Après une hésitation, Céline accepta, curieuse de découvrir l'univers dans lequel son père évoluait. Lorsqu'ils arrivèrent devant la vaste demeure, Margot écarquilla les yeux, émerveillée par la grandeur et la beauté du lieu. « Waouh, c'est chez toi, grand-père !» s'exclama-t-elle en sautillant. Guillaume sourit. « Oui, c'est ici que je vis, mais aujourd'hui, c'est surtout votre maison à vous aussi. » Céline le regarda, surprise par cette dernière remarque. « Que veux-tu dire par là ?» Il prit une inspiration avant de répondre. « J'aimerais que vous considériez cet endroit comme votre chez vous. Vous êtes les bienvenus ici, quand vous le souhaitez. » Ils entrèrent dans la maison, où un large hall d'entrée s'ouvrait sur un salon lumineux, aux larges baies vitrées donnant sur un jardin soigneusement entretenu. Margot courait déjà à travers les pièces, fascinée par chaque détail. « Maman, regarde, il y a même un piano !» cria-t-elle depuis le salon. Céline suivit sa fille, un peu intimidée par le luxe qui l'entourait. Guillaume, sentant son malaise, s'approcha doucement. « Je sais que tout cela peut sembler écrasant, » dit-il, « mais je veux que tu saches que ma porte est toujours ouverte pour vous. » Céline hocha la tête, tentant de masquer son inconfort. « C'est très gentil de ta part. » Guillaume proposa alors de leur faire visiter le reste de la maison. Ils montèrent à l'étage, où il montra à Margot une chambre qu'il avait fait préparer pour elle. Les murs étaient peints dans des tons pastels. Et une étagère était déjà remplie de livres et de jouets. « C'est pour moi ?» demanda Margot, les yeux brillants. « Oui, si tu l'aimes », répondit Guillaume avec un sourire. La fillette se jeta dans ses bras. « Merci, grand-père. » Céline, touchée par l'attention portée à sa fille, sentit ses défenses se fissurer légèrement. « Tu n'étais pas obligée de faire tout cela, » murmura-t-elle. Guillaume la regarda avec sincérité. « Je veux rattraper le temps perdu. Je sais que les choses ne seront pas simples entre nous, mais je veux essayer. » Ils descendirent ensuite dans le jardin, où une table était dressée pour le déjeuner. Un repas simple mais délicieux les attendait, préparé par la gouvernante de Guillaume, Madame Dupont, une femme chaleureuse aux cheveux grisonnants. « C'est un plaisir de vous accueillir ici, » dit-elle en servant les plats. Le déjeuner se déroula dans une ambiance détendue. Margot racontait avec enthousiasme ses aventures à l'école.
Faisant rire Guillaume avec ses anecdotes, Céline, elle, observait son père, cherchant à déceler la moindre fausse note, mais tout semblait sincère. Après le repas, Guillaume proposa à Céline de faire une promenade dans le jardin pendant que Margot jouait avec Madame Dupont. Ils marchèrent côte à côte le long des allées fleuries, le silence entre eux ponctué par le chant des oiseaux. « Je me souviens de toi, petite, courant dans un jardin similaire, » commença Guillaume. « Tu adorais cueillir les fleurs, même si ta mère te disait de ne pas le faire. » Céline sourit malgré elle. « Je suppose que j'étais une enfant têtue, une qualité que tu as gardée, » répondit-il avec un léger rire. Ils s'assirent sur un banc à l'ombre d'un grand chêne. Guillaume prit un moment avant de parler. « Céline, je voudrais te demander quelque chose. Accepterais-tu de venir vivre ici, toi et Margot ? Je sais que c'est soudain, mais je pense que cela pourrait nous aider à reconstruire notre relation. » Céline le regarda, surprise. « Je ne sais pas, Guillaume. C'est une grande décision. Ma vie est compliquée, et je tiens à mon indépendance. Je comprends, et je ne veux pas te forcer la main. Mais sache que mon offre tient toujours, et puis, cela pourrait offrir à Margot de meilleures opportunités. » Elle baissa les yeux, réfléchissant. « Je dois y penser. Prends tout le temps qu'il te faudra, » assura-t-il. Les jours suivants, Céline ne cessait de repenser à la proposition de Guillaume. Elle en parla avec Margot, qui était enchantée à l'idée de vivre dans une grande maison avec son grand-père. « Maman, ce serait comme dans un conte de fées !» s'exclama la fillette. Céline sourit, attendrie par l'enthousiasme de sa fille. Mais elle savait que cette décision impliquait de grands changements, quitter leur petit appartement, accepter l'aide de Guillaume, s'installer dans un univers qui lui était étranger. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, épuisée par une longue journée, elle trouva Margot endormie sur le canapé, un livre à la main. Elle réalisa alors que peut-être, accepter l'aide de Guillaume pourrait offrir à sa fille une vie meilleure. Elle prit son téléphone et appela son père. « Guillaume, j'ai réfléchi à ta proposition. » Un silence, puis la voix de Guillaume, pleine d'espoir. « Oui, nous acceptons. Margot et moi viendrons vivre chez toi. Mais à certaines conditions, je veux continuer à travailler et à garder mon indépendance. » « Bien sûr, Céline, je respecterai tes souhaits. Je suis simplement heureux que vous veniez. » La décision prise, un nouveau chapitre s'ouvrait pour eux. Le déménagement fut organisé rapidement. Margot était aux anges, aidant à emballer leurs affaires avec une excitation palpable. Céline, bien que nerveuse, ressentait une légère sérénité à l'idée de partager à nouveau un foyer avec son père. Guillaume, de son côté, mettait tout en œuvre pour les accueillir chaleureusement, veillant à ce que chaque détail soit parfait. Il savait que ce n'était que le début d'un long chemin vers la réconciliation, mais il était prêt à tout pour reconstruire les liens familiaux brisés par le destin. Le déménagement fut plus rapide que prévu. En moins d'une semaine, Céline et Margot s'installèrent dans la maison de Guillaume, à Neuilly-sur-Seine. Margot, pleine d'énergie, explorait chaque recoin de la maison, émerveillée par sa grandeur et ses petits trésors cachés, comme une vieille malle pleine de photos de famille dans le grenier. Pour Céline, cependant, cette transition n'était pas aussi simple. Bien qu'elle apprécie les efforts de Guillaume pour les mettre à l'aise, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir comme une étrangère dans ce monde de luxe. Un après-midi, alors que Margot jouait dans le jardin, Céline décida d'explorer la maison elle-même. Elle marcha lentement dans les couloirs, observant les tableaux accrochés au mur et les étagères remplies de livres anciens. Chaque pièce semblait porter l'empreinte de Juliette, sa mère, une femme qu'elle ne connaissait qu'à travers des souvenirs flous et des fragments d'histoire. Dans une petite salle attenante au bureau de Guillaume, Céline trouva une collection de vieux albums photos. Intriguée, elle s'assit sur un fauteuil et commença à les feuilleter. Les premières pages montraient des images d'un jeune couple rayonnant, Guillaume et Juliette, visiblement amoureux, posant lors de voyages ou d'événements familiaux. Puis vinrent des photos d'elle-même, bébé, dans les bras de sa mère, puis de son père. Céline sentit une vague d'émotion monter en elle. Ces images d'une vie qu'elle avait oubliée, ou jamais vraiment connue, la bouleversaient. Mais alors qu'elle tournait les pages, elle remarqua une chose étrange. Certaines photos manquaient, laissant des espaces vides dans l'album. « Tu les as trouvées ?» dit une voix derrière elle. Céline sursauta et leva les yeux pour voir Guillaume debout dans l'encadrement de la porte. Il semblait hésitant, comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu dans ce moment de réflexion. « Oui, je voulais en savoir plus »,
répondit-elle en fermant doucement l'album. Mais il manque des photos, non ? Guillaume entra dans la pièce, prenant place sur un fauteuil en face d'elle. Il resta silencieux un instant avant de répondre. Oui, certaines photos ont été retirées, après l'accident. Céline fronça les sourcils. Pourquoi ? Guillaume inspira profondément. C'était trop douloureux, après votre disparition. Je ne pouvais pas supporter de voir ces souvenirs. J'ai demandé à un employé de les enlever. Je suppose qu'ils ont été rangés quelque part. Et oubliés. Céline hocha la tête, compréhensive. Mais une partie d'elle se demandait si ces photos manquantes pouvaient contenir des indices sur ce qui s'était réellement passé. Quelques jours plus tard, Guillaume reçut un appel d'Antoine Renaud, le détective privé. Sa voix était plus grave que d'habitude, indiquant qu'il avait découvert quelque chose d'important. « Monsieur Morel, j'ai une piste concernant l'homme mentionné par les témoins de l'accident. Il pourrait s'agir d'un ancien employé de votre entreprise, un certain Alain Girard. Il travaillait pour vous à l'époque, mais il a quitté son poste peu après l'accident. » Guillaume fronça les sourcils. Ce nom lui était vaguement familier. « Vous êtes sûr ? » ?»« Oui, j'ai trouvé des liens entre lui et les premiers secours qui sont intervenus ce jour-là. Mais ce n'est pas tout. J'ai également découvert qu'il a été impliqué dans plusieurs affaires suspectes après son départ de votre entreprise. » Guillaume serra les poings. « Vous savez où je peux le trouver. Il vit dans un petit village à 1 heure de Paris, si vous voulez. Je peux organiser une rencontre. » Guillaume réfléchit un instant, avant de répondre. « Oui, faites-le. Je veux lui parler. » Le lendemain, Guillaume partit seul pour rencontrer Alain Girard. La maison de cet homme était modeste, située à la périphérie d'un village calme. Guillaume frappa à la porte, et un homme d'âge moyen, au visage fatigué et marqué par les années, ouvrit. « Monsieur Girard ?» demanda Guillaume. L'homme le regarda avec méfiance. « Qui êtes-vous ?»« Guillaume Morel. Je pense que vous vous souvenez de moi. » Le visage d'Alain pâlit légèrement, mais il garda son calme. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Des réponses. Alain hésita avant de le laisser entrer. À l'intérieur, Guillaume sentit une tension palpable. Ils s'assirent à une petite table dans la cuisine, et Guillaume alla droit au but. « Vous étiez sur les lieux de l'accident qui a coûté la vie à ma femme et à ma fille. Les témoins disent avoir vu un homme porter un enfant hors du site. Était-ce vous ?» Alain baissa les yeux. Jouant nerveusement avec ses mains, après un moment de silence, il parla enfin. « Oui, c'était moi, mais je ne voulais pas faire de mal. » Guillaume se redressa, son cœur battant à tout rompre. « Expliquez-vous. » Alain inspira profondément. « Quand je suis arrivé, la voiture était en feu. J'ai vu une petite fille à l'arrière, inconsciente mais vivante. Je l'ai sortie avant que les secours n'arrivent. Mais ensuite, un homme est venu. Il m'a dit qu'il travaillait pour votre famille et qu'il s'occuperait d'elle. Il m'a payé pour garder le silence. » Guillaume sentit une vague de colère l'envahir. Qui était cet homme ? Je ne sais pas. Il portait un uniforme, mais il n'a jamais donné son nom. Je suis désolé. Je ne savais pas quoi faire à l'époque. Guillaume serra les mâchoires, se levant brusquement. « Vous avez détruit ma famille. Et tout ça pour de l'argent. » Alain tenta de se défendre. « Je pensais qu'il agissait dans votre intérêt. Je ne savais pas que vous ne reverriez jamais votre fille. » Guillaume quitta la maison, le cœur lourd mais plus déterminé que jamais. Il savait maintenant que Céline avait été délibérément éloignée de lui. Mais par qui et pourquoi ? Ces questions le hantaient, et il jura de trouver la vérité. Quoi qu'il en coûte, de retour à la maison, Guillaume entra dans le salon, le visage sombre et fermé. Céline, qui était assise sur le canapé en train de lire un livre à Margot, remarqua immédiatement son expression. Elle posa le livre sur la table basse et se redressa. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. Ses yeux inquiets fixés sur son père, Guillaume hésita. Devait-il tout lui dire immédiatement ou attendre de confirmer certaines informations ? Mais en regardant Céline, il comprit qu'elle méritait de connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. « J'ai rencontré un homme qui était présent le jour de l'accident, » dit-il finalement, sa voix lourde. Il a admis avoir sorti une petite fille de la voiture avant que les secours n'arrivent. Céline se figea, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. Une petite fille ? Moi ? Guillaume hocha la tête. Oui, mais il ne t'a pas emmené. Il a confié cette responsabilité à un autre homme. Quelqu'un qui prétendait travailler pour notre famille. Céline fronça les sourcils,
tentant de digérer ces informations. « Et cet homme, tu sais qui c'est » Guillaume secoua la tête. « Pas encore, mais je vais le découvrir, je te le promets. » Un silence pesant s'installa. Margot, sentant la tension, s'approcha de sa mère et lui prit la main. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Céline força un sourire pour rassurer sa fille. « Rien, ma chérie, tout va bien. » Mais en réalité, son esprit était en ébullition. Les mots de Guillaume faisaient remonter des souvenirs flous, des images qu'elle avait longtemps enfouies, des visages anonymes, des voix inconnues, des sensations de peur et de confusion. Elle se souvenait vaguement d'une chambre froide, d'un hôpital, et de mains qui l'avaient emmenée quelque part, mais tout semblait flou, comme un rêve lointain. Le lendemain, Guillaume suggéra à Céline de revisiter l'orphelinat où elle avait grandi. Il espérait que cet endroit pourrait raviver ses souvenirs et fournir des indices supplémentaires sur ce qui s'était passé après l'accident. Céline accepta. Bien qu'elle appréhendât ce voyage dans un passé qu'elle avait toujours essayé de laisser derrière elle, ils partirent ensemble, laissant Margot sous la garde de Madame Dupont. Pendant le trajet, le silence régnait dans la voiture, interrompu seulement par les pensées tourmentées de Céline. « Je n'ai jamais voulu y retourner », murmura-t-elle finalement. « Cet endroit représente tout ce que j'ai essayé d'oublier. » Guillaume posa une main réconfortante sur son épaule. « Je sais que c'est difficile, mais cela pourrait nous aider à comprendre. » En arrivant devant l'imposant bâtiment gris de l'orphelinat, Céline sentit une boule se former dans sa gorge. Les souvenirs revinrent en force. Les longs couloirs glacials, les dortoirs austères, les regards parfois indifférents des adultes qui s'occupaient d'eux. Guillaume, lui, observait les lieux avec un mélange de curiosité et de tristesse. Se demandant comment sa fille avait pu grandir dans un tel endroit, ils furent accueillis par la directrice actuelle, une femme d'une 50aine d'années, au sourire chaleureux. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?» Guillaume prit la parole. « Nous cherchons des informations sur le passé de ma fille, Céline Morel, qui a grandi ici après un accident. » La directrice fronça les sourcils en entendant le nom. « Céline Morel. Oui, je me souviens de ce nom dans nos archives. Venez, suivez-moi. » Elle les conduisit dans une petite pièce remplie de classeurs et de cartons. Après quelques minutes de recherche, elle sortit un dossier poussiéreux et le posa sur la table. Céline sentit son cœur s'accélérer, alors que la directrice ouvrait le dossier. Selon nos archives, Céline est arrivée ici à l'âge de 6 ans. Elle venait d'un hôpital où elle avait été soignée pour des blessures légères, mais elle était très confuse. Elle ne parlait presque pas au début et semblait effrayée. Céline écoutait attentivement, ses mains tremblantes. « Et est-ce qu'il y a des détails sur ce qui s'est passé avant ?» La directrice secoua la tête. « Pas grand-chose. Elle m'a été confiée à l'hôpital par un homme dont le nom n'a jamais été enregistré. À l'époque, personne n'a posé de questions. Guillaume serra les mâchoires, luttant pour contenir sa frustration. Il doit y avoir quelque chose d'autre, une piste, un contact, n'importe quoi. La directrice hésita avant de répondre. « Eh bien, il y a une note dans le dossier indiquant qu'un homme est venu plusieurs fois à l'orphelinat après son arrivée. Il disait être un ami de la famille. Mais il n'a jamais donné son identité complète. Il se faisait appeler Monsieur D. »« Monsieur D », répéta Guillaume, son regard se durcissant. « Oui, mais après quelques mois, il a cessé de venir. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de lui. » Céline. Abasourdie, murmura. « Pourquoi cet homme venait-il me voir? Et pourquoi a-t-il disparu ?» Guillaume se leva brusquement. « Nous devons trouver cet homme. Il est la clé de tout cela. » De retour à la maison, Céline s'enferma dans sa chambre, submergée par les émotions. Les révélations de la journée avaient ouvert une porte qu'elle n'était pas sûre de vouloir franchir. Elle s'assit sur son lit, tenant une photo de Margot dans les mains, et murmura « Je veux juste que ma fille soit heureuse. » Guillaume, quant à lui, passa la soirée au téléphone avec Antoine Renaud, lui donnant les nouvelles informations sur Monsieur D. Le détective promit de creuser davantage. Mais il avertit que cela pourrait prendre du temps, pour Guillaume. Le temps était un luxe qu'il ne voulait plus perdre. Il savait que les réponses étaient à portée de main, mais chaque nouvelle découverte semblait soulever plus de questions qu'elle n'en résolvait. Les jours suivants furent marqués par une attente lourde et une tension palpable dans la maison. Guillaume passait ses soirées au téléphone avec Antoine Renaud, impatient d'obtenir des réponses sur l'identité mystérieuse de Monsieur D. Céline, de son côté, oscillait entre espoir et angoisse,
partagée entre son désir de connaître la vérité et sa peur de découvrir des secrets qu'elle pourrait regretter. Un soir, alors que Guillaume était plongé dans des documents sur son bureau, son téléphone vibra. C'était Antoine. « Monsieur Morel, j'ai des nouvelles, » dit-il, sa voix grave. Guillaume se redressa immédiatement. « Je vous écoute. » « J'ai pu retrouver la trace de cet homme, Monsieur D. Son nom complet est Daniel Leroux. À l'époque de l'accident, il travaillait pour une société de sécurité privée qui avait été engagée par votre entreprise. Il semble qu'il ait été envoyé sur les lieux par quelqu'un de haut placé dans votre entourage. » Guillaume serra les mâchoires. « Qui l'a envoyé ?» Antoine marqua une pause avant de répondre. « Nous ne savons pas encore, mais ce qui est certain, c'est que Daniel Leroux a quitté son poste peu après l'accident et a déménagé dans le sud de la France. Je peux organiser une rencontre si vous le souhaitez. » Guillaume n'hésita pas. « Faites-le, je veux lui parler. » Quelques jours plus tard, Guillaume prit un vol pour Marseille, où Antoine avait arrangé une rencontre avec Daniel Leroux dans un café discret. Céline, bien que réticente, avait insisté pour l'accompagner. Elle voulait entendre la vérité directement de la bouche de cet homme. Le café était simple, presque banal. Un lieu où personne ne se douterait qu'une conversation déterminante allait avoir lieu. Guillaume et Céline arrivèrent un peu en avance. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre, observant la rue avec une nervosité palpable. Peu après, un homme d'une 60aine d'années entra. Il portait une veste en cuir usé et une casquette. Ses yeux, fatigués mais perçants, balayèrent à la pièce avant de se poser sur Guillaume et Céline. Il s'approcha lentement et s'assit en face d'eux sans un mot. Guillaume brisa le silence. « Monsieur Leroux, merci d'avoir accepté de nous rencontrer. » Daniel hocha la tête, mais son regard restait méfiant. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Céline prit la parole, sa voix tremblante mais déterminée. « La vérité, je veux savoir ce qui s'est passé après l'accident, pourquoi j'ai été envoyée dans un orphelinat, et pourquoi vous veniez me voir. » Daniel resta silencieux un instant, jouant nerveusement avec une cuillère. « C'est compliqué, » dit-il finalement. « À l'époque, on m'a demandé d'intervenir sur les lieux. Quand je suis arrivée, j'ai vu la petite, vous, dans la voiture. Vous étiez vivante, mais inconsciente. Je vous ai sortie, et j'ai attendu les ordres. » Guillaume se pencha en avant. « Les ordres de qui ?» Daniel hésita. « On m'a dit de vous emmener à l'hôpital et de ne rien dire à personne. Après ça, quelqu'un m'a payé pour que je garde le silence et que je veille sur l'enfant pendant quelques mois. » Céline sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Pourquoi moi ? Pourquoi ne m'avoir pas ramené à mon père ?» Daniel baissa les yeux, visiblement embarrassé. « Parce que l'accident n'était pas qu'un simple accident. Quelqu'un voulait vous éloigner de votre famille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Guillaume, blême, serra les poings. « Qui ? Donnez-moi un nom. » Daniel leva les yeux vers lui, l'air abattu. « Votre associé de l'époque, Paul Durand. C'est lui qui a tout orchestré. » Céline sentit son cœur s'arrêter. Guillaume, lui, eut l'impression qu'un poids immense s'abattait sur lui. Paul Durand avait été son bras droit, un homme en qui il avait une confiance totale. « Pourquoi aurait-il fait ça ?» demanda Guillaume, sa voix tremblante de colère. Daniel haussa les épaules. « Je ne sais pas exactement. Peut-être qu'il voulait vous affaiblir. Peut-être qu'il voyait en vous une menace pour ses propres ambitions. Tout ce que je sais, c'est qu'il a payé pour que la vérité soit cachée. » De retour à Paris, Guillaume était submergé par la rage et le chagrin. Il avait partagé sa vie et ses affaires avec un homme qui avait délibérément détruit sa famille. Céline, quant à elle, oscillait entre la douleur de cette révélation et le soulagement de comprendre enfin ce qui lui était arrivé. Ils décidèrent de confronter Paul Durand. Guillaume, grâce à ses contacts, découvrit que cet homme vivait désormais à l'étranger, mais il avait l'intention de le retrouver et de lui demander des comptes. Avant cela, cependant, il savait qu'il devait se concentrer sur Céline et Margot. Une nuit, alors que Céline se tenait sur la terrasse, observant les lumières de Paris, Guillaume la rejoignit. Ils restèrent un moment silencieux, côte à côte. « Je suis désolé, Céline, » dit-il finalement. « Désolé de ne pas avoir vu ce qui se passait. Désolé de ne pas avoir été là pour toi. » Céline tourna les yeux vers lui, une larme roulant sur sa joue. « Ce n'était pas ta faute. Mais maintenant, je veux avancer. Pour Margot. Pour nous. » Guillaume hocha la tête, ému. « Moi aussi, et je te promets que nous ferons tout pour que justice soit rendue. » La nuit qui suivit les révélations de Daniel Leroux
fut marquée par une insomnie partagée. Guillaume et Céline, chacun dans leur chambre respective, se perdaient dans des pensées tourmentées. Pour Guillaume, la trahison de Paul Durand était un coup de poignard inattendu. Pour Céline, c'était l'image de son enfance volée qui hantait ses rêves. Le lendemain matin, Guillaume passa un appel décisif à Antoine Renaud. « Il faut localiser Paul Durand », dit-il avec fermeté. « Peu importe où il se trouve, je veux le retrouver. » Antoine, efficace comme toujours, promit de s'en occuper. 2 jours plus tard, il rappela Guillaume avec des nouvelles. « Monsieur Morel, Paul Durand réside actuellement en Suisse, dans une villa luxueuse près de Genève. Il semble vivre confortablement grâce à des investissements qu'il a réalisés après avoir quitté votre entreprise. Je peux organiser une rencontre discrète si vous le souhaitez. » Guillaume serra les mâchoires. « Faites-le, je veux lui parler en face. » Quelques jours plus tard, Guillaume et Céline prirent un vol pour Genève. Le voyage fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Guillaume savait que cette confrontation serait difficile, mais nécessaire. Céline, elle, oscillait entre la colère et la peur. Elle n'avait jamais rencontré cet homme, mais il avait joué un rôle décisif dans les tragédies de sa vie. Antoine les attendait à l'aéroport. Il les conduisit immédiatement à la villa de Paul Durand, située au bord d'un lac scintillant. La maison, imposante et luxueuse, témoignait de la richesse accumulée par cet homme. Guillaume sentit sa colère monter en voyant l'opulence dans laquelle Paul vivait. Alors que sa fille avait grandi dans un orphelinat, ils furent accueillis à la porte par une femme de ménage, qui les conduisit dans un vaste salon. Paul Durand apparut peu après, visiblement surpris de voir Guillaume. Il était élégant, mais son visage portait les marques du temps et de ses choix. « Guillaume », dit-il avec un sourire tendu. « Quelle surprise! Que me vaut l'honneur de cette visite ?» Guillaume se leva, le regard dur. « Je suis ici pour des réponses, Paul, et je ne partirai pas avant de les obtenir. » Paul haussa les sourcils, mais garda son calme. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Céline, jusque-là silencieuse, prit la parole, sa voix tremblante mais déterminée. « Vous savez très bien de quoi il parle. Vous avez orchestré ma disparition après l'accident. Pourquoi ?» Paul tourna les yeux vers elle. Visiblement déstabilisée. « Céline, c'est toi. »« Oui, c'est moi, » répondit-elle froidement. « La petite fille que vous avez abandonnée à son sort. » Paul recula légèrement, cherchant ses mots. « Écoutez, tout cela est plus compliqué que vous ne le pensez. » Guillaume avança d'un pas. « Explique. » « Alors, parce que tout ce que je vois, c'est un homme qui a détruit ma famille. » Paul soupira, passant une main nerveuse dans ses cheveux. « Très bien. Si vous voulez la vérité, je vais vous la donner. Oui, j'ai orchestré l'éloignement de Céline, mais ce n'était pas personnel. Guillaume. C'était une question de pouvoir. » Guillaume serra les poings. « Continue. » Paul se lança dans une confession froide et calculée. « À l'époque, tu étais une menace pour moi. Ton entreprise prospérait, tu étais respecté, et moi, j'étais dans ton ombre. L'accident de ta famille était une opportunité. J'ai vu une chance de te briser, de te distraire et de prendre le contrôle. » Céline, horrifiée, murmura. « Vous m'avez utilisé comme un pion. » Paul haussa les épaules. « C'était un choix stratégique. Je ne pensais pas que cela durerait si longtemps, mais les choses ont pris une tournure que je n'avais pas prévue. » Guillaume, tremblant de rage, avança jusqu'à se tenir face à Paul. « Tu as ruiné des vies pour ta propre ambition, et tu oses parler de stratégie. » Paul tenta de se défendre. « Guillaume, tu ne comprends pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour survivre dans ce monde impitoyable. » Mais Guillaume ne l'écoutait plus. « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai perdu. Tu ne pourras jamais réparer ce que tu as fait. Mais je te promets une chose, tu paieras pour ça. » De retour à Paris, Guillaume mit immédiatement en mouvement des plans pour traduire Paul en justice. Avec l'aide d'Antoine et de ses avocats, il rassembla des preuves des actes de Paul, y compris les aveux qu'il avait enregistrés discrètement lors de leur rencontre. Céline, bien que satisfaite que Paul soit confronté à ses actes, se sentait vidée. Les révélations avaient ouvert des plaies qu'elle n'était pas sûre de pouvoir refermer. Mais une chose était claire pour elle. Elle ne voulait plus vivre dans l'ombre de son passé. Une nuit, alors qu'elle contemplait Margot endormie, elle se promit de tout faire pour offrir à sa fille une vie remplie de sécurité et d'amour. Elle décida également d'accepter pleinement la présence de Guillaume dans leur vie. Le lendemain, Céline trouva Guillaume dans son bureau. Il était assis à son bureau, examinant des documents. « Papa » dit-elle doucement. Guillaume leva les yeux,
surpris mais touché par l'utilisation du mot. « Merci pour tout ce que tu fais », continua-t-elle. « Je sais que nous ne pouvons pas changer le passé, mais je suis prête à avancer avec toi. » Guillaume, ému, se leva et l'enlaça. « Merci, Céline. Je suis tellement fière de toi. » Les semaines qui suivirent la confrontation avec Paul Durand furent intenses. Guillaume, déterminé à obtenir justice pour Céline et Juliette, mit toutes ses ressources en œuvre pour exposer les actes de son ancien associé, avec l'aide de ses avocats et d'Antoine Renaud. Il construisit un dossier accablant, mêlant les aveux enregistrés, des documents financiers suspects et des témoignages de personnes liées à l'affaire. Céline, bien que profondément affectée par les révélations, trouva une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle participait activement aux discussions avec les avocats, refusant de rester en retrait. Pour elle, ce combat n'était pas seulement pour rendre justice à son passé, mais aussi pour offrir un avenir stable et honnête à Margot. Un matin, Guillaume reçut un appel de son avocat principal, Maître Lefebvre. « Monsieur Morel, les autorités suisses coopèrent pleinement. Paul Durand a été placé en garde à vue hier soir. Il sera extradé en France dans les prochains jours pour répondre de ses actes. » Guillaume sentit une vague de soulagement, mais également une amertume. Bien que Paul Durand ait été arrêté, cela ne pourrait jamais réparer les dommages qu'il avait causés. Cependant, savoir qu'il devrait faire face à ses crimes était une victoire importante. Céline, lorsqu'elle apprit la nouvelle, resta silencieuse un long moment, puis elle regarda Guillaume et murmura « Je suppose que c'est un début ?» « Oui », répondit-il doucement. « Mais le plus important, c'est que nous pouvons enfin tourner la page. » Quelques jours plus tard, Guillaume organisa une petite cérémonie privée dans le jardin de sa maison. Ce n'était pas un événement mondain, mais un moment intime pour honorer la mémoire de Juliette et pour célébrer la résilience de Céline. Margot, ravie, avait préparé des dessins pour sa grand-mère, qu'elle ne connaissait qu'à travers les récits de Guillaume. Autour d'un arbre planté en l'honneur de Juliette, Guillaume prit la parole. « Juliette était l'amour de ma vie, et Céline est le plus grand cadeau qu'elle m'ait laissé. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour honorer sa mémoire, mais aussi pour célébrer le fait que, malgré tout, nous sommes ensemble, nous sommes... » Céline, émue, ajouta « Merci, maman, de nous avoir donné une force que je ne comprenais pas avant. Et merci, papa, de ne jamais avoir cessé de chercher à réparer ce qui avait été brisé. » Les larmes montèrent aux yeux de Guillaume, mais aussi de Margot, qui s'approcha de sa mère et de son grand-père pour les enlacer. Les mois qui suivirent furent marqués par une reconstruction progressive. Céline trouva un emploi dans une organisation à but non lucratif, aidant des femmes en difficulté à retrouver leur autonomie. Guillaume, bien que toujours actif dans ses affaires, consacrait désormais une grande partie de son temps à Margot, jouant le rôle de grand-père avec une tendresse qui ne cessait de surprendre Céline. Un soir, alors que Margot était endormie et que Céline et Guillaume partageaient un thé sur la terrasse, elle se tourna vers lui. « Papa, est-ce que tu crois que maman aurait été fière de nous ?» Guillaume sourit doucement. « Je n'ai aucun doute là-dessus. Elle aurait été fière de toi, Céline, pour ta force, ta résilience, et de Margot, qui est un rayon de soleil. » Céline hocha la tête, un sourire mélancolique sur les lèvres. « Je crois qu'elle nous regarde de là-haut. Et je pense qu'elle est heureuse de voir qu'on est enfin une famille. » Quelques semaines plus tard, Guillaume reçut une lettre officielle du tribunal. Paul Durand avait été reconnu coupable de ses actes et sa condamnation était exemplaire. Céline, en lisant le document, sentit un poids quitter ses épaules. Justice avait été rendue. Elle se tourna vers Guillaume. « Je pensais que ce moment serait plus satisfaisant, mais tout ce que je ressens, c'est le soulagement que tout soit enfin terminé. » Guillaume lui prit la main. Parfois, ce n'est pas la vengeance qui guérit, mais le fait de savoir qu'on peut aller de l'avant. Un an après leur déménagement chez Guillaume, Céline décida qu'il était temps de reprendre son indépendance. Avec l'aide de Guillaume, elle trouva un appartement dans un quartier calme, où elle et Margot pourraient commencer une nouvelle vie. Bien que Guillaume fût triste de les voir partir, il comprenait son besoin de retrouver son autonomie. Le jour du déménagement, Guillaume les aida à transporter leurs affaires dans leur nouveau chez-soi. Margot, bien que ravie de l'idée d'avoir sa propre chambre, lui lança un regard inquiet. « Grand-père, tu viendras nous voir souvent, hein ?» Guillaume la serra dans ses bras. « Bien sûr, ma chérie. Et toi, tu viendras chez moi aussi.
Notre maison sera toujours ouverte pour toi et ta maman. Céline observa la scène avec un sourire. Elle savait que, peu importe où elle vivait, leur lien familial resterait solide. Un soir, alors que Guillaume était assis dans son salon, un album photo ouvert sur ses genoux, il sentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Les blessures du passé n'étaient pas totalement guéries, mais elles ne saignaient plus. Juliette et Céline avaient laissé une empreinte indélébile dans sa vie, mais aujourd'hui, il pouvait enfin regarder vers l'avenir avec espoir, porté par l'amour de sa fille et de sa petite-fille. Quelques mois après le déménagement de Céline et Margot, la vie avait trouvé un nouvel équilibre. Céline, dans son nouvel appartement, savourait la tranquillité de leur petit chez-soi. Margot, toujours enjouée, s'adaptait rapidement à leur nouvelle routine, mais insistait pour que Guillaume reste une partie intégrante de leur quotidien. Un samedi matin, Guillaume passa les chercher pour une sortie surprise. Margot, excitée comme toujours, sauta dans ses bras dès qu'il frappa à la porte. « Où allons-nous, grand-père » demanda-t-elle avec un large sourire. Guillaume lança un regard complice à Céline. « C'est une surprise. Vous allez devoir patienter. » Céline haussa les sourcils, légèrement méfiante. « Tu es toujours plein de mystères. » Toi, ils montèrent tous les trois dans la voiture, Guillaume conduisant avec un air serein. Ils quittèrent Paris et prirent la route de la campagne. Le paysage changeait progressivement, les immeubles cédant la place aux champs verdoyants et aux petits villages pittoresques. Après 1 heure de trajet, ils arrivèrent devant une maison charmante, entourée d'un vaste jardin rempli de fleurs colorées. Margot écarquilla les yeux, émerveillée. « C'est trop beau ici », s'exclama-t-elle en sautant hors de la voiture. Guillaume se tourna vers Céline, son sourire rempli d'une douce émotion. « Je voulais vous montrer cet endroit. C'est une maison que j'ai acquise récemment, et j'ai pensé qu'elle pourrait être un lieu où nous pourrions passer du temps ensemble, en famille. » Céline le regarda, touchée par l'attention. « Tu n'avais pas besoin de faire ça. »« Je sais, » répondit-il doucement, « mais après tout ce que nous avons traversé, je voulais créer un endroit où nous pourrions nous réunir, loin du bruit et des soucis. » Ils entrèrent dans la maison, où l'odeur du bois fraîchement poli et des fleurs fraîches les accueillit. Margot courut dans chaque pièce, s'émerveillant de la lumière qui entrait par les grandes fenêtres et du mobilier simple mais élégant. « Il y a même une balançoire dans le jardin !» cria-t-elle depuis l'extérieur. Guillaume et Céline échangèrent un regard complice avant de la rejoindre. Margot se balançait déjà, riant aux éclats, et Guillaume la poussait doucement. Céline s'assit sur un banc près d'eux, observant la scène avec un mélange de bonheur et de sérénité. Pendant longtemps, elle avait vécu dans la peur et la méfiance, mais aujourd'hui, elle sentait enfin qu'elle pouvait baisser sa garde. Le soir venu, ils s'installèrent sur la terrasse pour dîner. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles, et l'air frais de la campagne créait une ambiance paisible. Margot, fatiguée de sa journée bien remplie, s'endormit sur un fauteuil, un sourire aux lèvres. Céline, une tasse de thé à la main, se tourna vers Guillaume. « Tu sais, je ne pensais jamais pouvoir me sentir aussi en paix. Tout ce que nous avons traversé, ça m'a changé. Mais maintenant, je crois que je suis prête à laisser tout cela derrière moi. » Guillaume posa une main sur la sienne. « Tu as traversé tant d'épreuves, Céline. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est une femme forte, une mère incroyable, et je suis fière de toi. » Elle sourit, les larmes aux yeux. « Merci, papa. » Pour Guillaume, entendre Céline l'appeler ainsi avait une signification particulière. C'était un symbole de leur chemin parcouru, de leur réconciliation après tant d'années de séparation. Les mois suivants, la maison à la campagne devint un refuge pour eux. Ils y passèrent leur week-end, accueillant parfois des amis ou profitant simplement de la tranquillité. Margot y apprit à faire du vélo, à jardiner avec Guillaume et à cuisiner des tartes avec sa mère. Céline, de son côté, se sentait de plus en plus épanouie. Son travail dans l'organisation à but non lucratif la passionnait, et elle prenait plaisir à voir Margot grandir entourée d'amour et de stabilité. Guillaume, lui, avait trouvé une seconde jeunesse en jouant pleinement son rôle de grand-père. Un jour, alors qu'ils étaient tous réunis autour d'un pique-nique dans le jardin, Margot posa une question qui fit sourire Guillaume et Céline. « Grand-père, est-ce qu'on peut dire que nous sommes une vraie famille maintenant ?» Guillaume, ému, répondit doucement. « Oui, ma chérie, nous sommes une vraie famille, et nous le serons toujours. » Céline passa un bras autour de sa fille et de son père, sentant que, pour la première fois depuis des années,
Elle était exactement là où elle devait être. Ce chapitre de leur vie, bien que marqué par des épreuves, s'était transformé en une histoire de résilience, de pardon et d'amour retrouvé. Ensemble, ils avaient approuvé qu'il n'était jamais trop tard pour recoller les morceaux et reconstruire une famille. 1 an s'était écoulé depuis que Céline et Margot avaient emménagé dans leur propre appartement. La maison de campagne de Guillaume était devenue un véritable sanctuaire pour leur famille. Un endroit où chaque visite renforçait les liens qu'ils avaient reconstruits avec tant de patience. Ce matin-là, Guillaume se trouvait dans son bureau, un dossier important ouvert devant lui, mais au lieu de ses habituels contrats ou bilans financiers, il contemplait des lettres soigneusement conservées, écrites par Juliette. Bien avant l'accident, chaque mot semblait résonner avec une sagesse intemporelle. Une phrase particulière attira son attention. L'amour est la seule richesse qui ne diminue jamais, peu importe combien on le partage. Inspiré par ces mots, Guillaume prit une décision qu'il avait longuement mûrie. Il ferma le dossier et se rendit dans le salon, où Céline et Margot l'attendaient pour le déjeuner. Après le repas, Guillaume se racla la gorge, attirant leur attention. « Céline, Margot, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important, » dit-il d'un ton calme mais sérieux. Céline fronça légèrement les sourcils. « Que se passe-t-il, papa ?» Guillaume se leva et sortit un petit coffret en bois qu'il posa sur la table. « Juliette et moi avons toujours voulu transmettre quelque chose de précieux à notre famille, mais la vie a pris un chemin imprévu. Aujourd'hui, je veux honorer cette promesse. » Il ouvrit le coffret, révélant une clé ancienne et un parchemin jauni. Margot, fascinée, se pencha pour mieux voir. « C'est quoi, grand-père » demanda-t-elle avec curiosité. Guillaume sourit. « Cette clé ouvre une boîte qui appartenait à Juliette. Elle contient des souvenirs, des lettres et des objets qui représentent l'héritage de notre famille. Mais au-delà de ces biens matériels, c'est une manière de vous rappeler que la vraie richesse réside dans les liens que nous partageons. » Céline, émue, prit la clé dans ses mains. « Merci, papa. C'est un geste magnifique. » Guillaume posa une main sur l'épaule de sa fille. « Ce n'est pas seulement un geste. C'est une invitation à continuer ce que nous avons commencé, reconstruire notre famille, ensemble. » Quelques semaines plus tard, ils organisèrent une cérémonie discrète dans la maison de campagne, invitant quelques amis proches et collègues qui avaient joué un rôle dans leur parcours. Margot récita un poème qu'elle avait écrit en hommage à sa grand-mère, émut tout le monde par la simplicité et la sincérité de ses mots. « Même si je ne t'ai jamais connue, grand-mère, je sais que tu es ici avec nous. Ton amour vit dans maman, dans grand-père et dans moi. Merci de nous avoir laissé cette lumière. » Céline et Guillaume, debout côte à côte, sentirent un profond sentiment de complétude. Ils avaient traversé tant d'épreuves, mais ce moment était la preuve qu'ils avaient retrouvé la paix. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait sur le jardin, Guillaume et Céline s'assirent ensemble sur le banc, sous le grand chêne, observant Margot courir dans l'herbe. Le crépuscule baignait la scène d'une lumière dorée, amplifiant la sérénité du moment. « Je pense souvent à Juliette, » murmura Guillaume. « Je me demande si elle serait fière de nous. » Céline sourit doucement. « Je crois qu'elle le serait. »« Non, je suis sûre qu'elle l'est. Elle aurait voulu que nous trouvions cette paix. » Guillaume hocha la tête. « Et toi, Céline, es-tu en paix ?» Elle posa une main sur celle de son père. « Oui, j'ai mis du temps, mais je le suis. Et c'est grâce à toi, à Margot, et à ce que nous avons reconstruit. » Le temps passa, et leur famille continua à prospérer. Margot grandissait, pleine de joie et de curiosité, apportant à chaque instant une touche de lumière. Céline, forte et résiliente, trouvait un équilibre entre sa carrière, sa maternité et ses moments précieux avec Guillaume. Guillaume, quant à lui, savourait ses années comme un cadeau. Chaque moment avec Céline et Margot était une victoire sur le passé. Une preuve que l'amour et la persévérance pouvaient triompher des blessures les plus profondes. Un jour, alors que Margot dessinait dans le jardin, elle leva les yeux vers Guillaume et Céline, un sourire éclatant illuminant son visage. « Maman, grand-père, on est la meilleure famille du monde, vous ne trouvez pas ?» Guillaume et Céline échangèrent un regard complice, puis éclatèrent de rire. « Oui, ma chérie, » répondit Céline en serrant sa fille contre elle, « la meilleure du monde. » Ce fut ainsi que leur histoire, marquée par la perte, les épreuves et les retrouvailles, se transforma en un récit d'amour, de résilience et d'espoir. Ensemble, ils avaient appris que,
même au cœur des plus grandes tragédies. La lumière pouvait toujours percer l'obscurité,